その資格がお前にはある。もっと戦おう。生身を削る思いで戦ったとしても、Les démons ont été enfin vaincus, mais au prix de nombreux sacrifices. Bien des années plus tard, nous voici dans le monde d'aujourd'hui. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo axée sur le chapitre 205 de Demon Slayer. Il y a tellement de choses à dire dessus, donc l'intro sera courte, mais avant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, et c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer l'analyse sur chacun des personnages, laissez-moi vous faire un petit topo sur le potentiel but du chapitre 205, du moins vous expliquer ce que j'ai compris en le lisant. Si vous avez d'autres idées et théories, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Donc après avoir lu et relu le chapitre 205, je me suis demandé si finalement ce chapitre ne dépeignait pas en quelque sorte la vie idéale qu'auraient aimé vivre les personnages si les démons n'avaient pas existé. Car dans ce chapitre, on se retrouve dans le monde d'aujourd'hui, un monde où les démons n'existent plus, un monde où l'on suit rapidement la vie quotidienne de chaque descendant ou réincarnation des anciens pourfendeurs de démons. Dans le chapitre 205, on commence directement avec une scène où l'on aperçoit Kamado Katana demandant à son petit frère Kamado Sumihiko de se réveiller. On devine rapidement que ce sont potentiellement les arrière-petits-enfants de Kamado Tanjiro et de Tsuyuri Kanao. La ressemblance est flagrante, en plus dans le chapitre 204, on peut se dire que ces deux-là ont fini ensemble et il me semble aussi que ce sont deux personnages qui forment un couple officiel. Bref. Pour en revenir sur les descendants, on remarque que Katana a l'air beaucoup plus confiante que son arrière-grand-mère. Cela est dû sûrement au fait qu'elle n'a jamais été abandonnée à la naissance. On remarque également qu'elle n'a pas de pièces comme Kanao et qu'elle parle presque plus que son arrière-grand-mère dans le chapitre 205 que dans tout le manga. Pour Sumihiko, lui aussi n'a pas perdu sa famille, il ne ressent donc plus le besoin abusif d'aider les autres et le besoin de devenir plus fort pour se venger, comme son arrière-grand-père Tanjiro. Lorsque l'on avance un peu plus dans le chapitre, on se retrouve dans la maison des Agatsuma. On remarque que le cadet Yoshiteru lit les chroniques de Zenitsu qui ici est son arrière-grand-père. Celui-ci se fait engueuler par sa sœur aînée Toko qui a une forte ressemblance avec Nezuko. On peut donc se dire que Zenitsu a réalisé son objectif de faire de Nezuko sa femme. Finalement, être un forceur ça marche. Bref. Que peut-on dire sur ses descendants? On peut voir que Yoshiteru est le portrait craché de Zenitsu. Il est plutôt énergique et en plus c'est un coureur de jupons. Mais il a également l'air d'avoir une profonde admiration pour son arrière-grand-père. Cela fait référence à Zenitsu qui lui aussi avait un immense respect et une admiration pour son défunt maître et grand-père Jigoro Kuwajima. Pour ce qui est de Toko Agatsuma, c'est un peu plus compliqué car Nezuko, la plupart du temps, était une démon. Mais le peu de temps où on la voit humaine, son caractère est plutôt doux et calme. A l'inverse, pour Toko, on aperçoit plutôt une fille énergique, un peu frivole par moments. Elle est plutôt du côté de Zenitsu niveau caractère. Après avoir martyrisé Zenitsu, Toko et lui se rendent à l'école et sur le chemin, la grande sœur reçoit une notification sur son téléphone. Cette notif annonce la victoire du Japon en gymnastique et en image, on peut apercevoir Uzui Tenma. Il est clairement le descendant d'Uzui Tengen. Pour ce qui est de la femme, c'est un peu compliqué vu que Tengen-sama a 3 femmes. Mais en apercevant la version colorée de Tenma, on remarque qu'il a l'air d'avoir les yeux plutôt jaunes, donc je suppose que sa mère est Makio.
Bref, ce que l'on peut dire sur Tenma, c'est qu'il symbolise parfaitement Tengen. Étant champion de gymnastique, on remarque qu'il a gardé les facultés des shinobi, l'agilité et la rapidité. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que Tenma symbolise aussi la réussite que Tengen aurait toujours voulu. Tengen était considéré comme le plus faible des piliers, mais dans le monde d'aujourd'hui, sa descendance est sur le sommet. On continue dans l'histoire. Toko reçoit une deuxième notification qui parle d'Aoba Hashibara, le descendant d'Inosuke Hashibara et d'Aoi Kanzaki. C'est un botaniste de renommée. Dans le chapitre, on le suit dans une interview sur le fameux licorice bleu que cherchait tant Muzan. Aoba ressemble clairement à son arrière-grand-père Inosuke. Ses traits sont tellement fins que l'on peut le confondre avec une fille. D'ailleurs, c'est ce que fait Yoshiteru, arrière-petit-fils de Zenitsu. On remarque qu'il est bien plus posé et calme que Inosuke, et c'est tout à fait normal puisque Inosuke a dû vivre seul dans les montagnes à la mort de sa mère. Il avait donc un comportement énergique et parfois un peu bestial. Malgré cela, Aoba partage une similitude avec Inosuke, c'est son envie de vivre dans les montagnes comme son arrière-grand-père. Les deux jeunes Hagatsuma continuent leur chemin en direction de l'école. Mais pendant la route, ils croisent une maman avec ses deux jumeaux. On remarque que les deux jumeaux ont des motifs sur leur couverture. Des motifs qui sont identiques aux frères jumeaux Tokito Muichiro et Tokito Yuichiro. Donc logiquement, on devine que les deux bébés sont les réincarnations des frères Tokito. Certes, les deux jumeaux ne sont que des bébés pour l'instant, mais je suppose qu'ils vont pouvoir vivre une vie normale sans voir leurs proches mourir, comme l'a vécu Muichiro qui est par la suite devenu amnésique. Encore sur le chemin de l'école, nos personnages vont croiser des personnages ressemblant fortement à Himejima Gyome, à Mitsuri Kanroji et à Iguro Obanai. Bien entendu, on comprend que ce sont des réincarnations puisque tous les trois sont morts lors de la bataille finale. Mais on remarque que la réincarnation de Gyome peut enfin s'occuper des enfants comme il a toujours rêvé. Pour Mitsuri et Obanai, ils ont réalisé leur promesse de toujours vivre ensemble. D'ailleurs, on peut ajouter que Mitsuri a toujours l'air de bien manger et que Obanai a toujours un serpent. L'histoire continue et on revient sur Sumihiko qui part en sprintant vers l'école et sur le chemin, il passe par la maison de deux vieux monsieur que l'on reconnaît plutôt bien. On voit les réincarnations de Urokodaki et de Kuwajima. Ce qui est marrant, c'est que dans la scène, Urokodaki n'a pas de masque, mais on n'aperçoit pas son visage puisqu'il est de profil. Jusqu'au bout, on ne saura pas à quoi il ressemble. Sumihiko passe également par une deuxième maison où l'on peut apercevoir une télé qui présente le japonais le plus vieux de tous les temps et ce monsieur n'est personne d'autre que Kiriya Ubuyashiki, le fils de Kagaya Ubuyashiki. C'est plutôt ironique puisque dans sa famille, il ne pouvait vivre au-delà de la trentaine à cause de la malédiction due à la naissance du démon originel Muzan. Mais lorsqu'il a été vaincu à la bataille finale, la malédiction a été levée. Juste avant de parler d'eux, on va parler rapidement du magasin que l'on aperçoit dans le chapitre Réparation Hagenezuka. Il fait certainement référence à Hotaru Hagenezuka, le forgeron de Tanjiro. J'ai trouvé ça plutôt cool de le voir maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Sinon, revenons-en à Sanemi et Genya. On les aperçoit tous les deux dans une voiture de police. Oui, ils sont devenus policiers, ça me fait trop bizarre. Bref, on voit que les deux sont de nouveau ensemble et que le Sanemi du futur déteste Sumihiko comme le Sanemi du passé détestait le Tanjiro du passé. Les frères et sœurs Agatsuma sont enfin arrivés à l'école. À l'entrée, on peut remarquer un personnage se nommant Goto regarder une photo sur son téléphone. Il s'agit en fait d'une des œuvres du célèbre peintre Yoshiro Yamamoto. Il ne dessine que des tableaux de Tamayo.
Pour ceux qui se souviennent, c'est dans le chapitre 204 où Tanjiro dit à Yoshiro de ne pas mourir et d'entretenir le souvenir de Tamayo. Et plus de 100 ans après, Yoshiro tient parole. Revenons-en à Sumihiko. Lui, il continue de courir sur le chemin de l'école et on aperçoit 3 jeunes enfants qui représentent les réincarnations de Giyu, Sabito et Makomo. Les 3 vivent enfin ensemble et ont l'air très heureux. Sumihiko croise également un autre enfant de son âge qui ressemble fortement à Rengoku Kyojiro. Il s'agit de Tojiro Rengoku. On remarque qu'il a les mêmes traits que Kyojiro, c'est-à-dire l'envie de se battre, de se donner à fond. D'ailleurs, dans le chapitre, il dit qu'il est en retard car il était en train de s'entraîner. On remarque également que Tojiro insiste pour que Sumihiko rejoigne le club de Kendo. Finalement, Sumihiko, le petit-fils de Tanjiro, rencontre la réincarnation de Rengoku, l'homme qui lui a toujours donné envie de se battre. Nos 2 personnages continuent de courir vers l'école et on remarque qu'à l'entrée, un personnage qui ressemble à un certain Murata. C'est un personnage secondaire, du coup, je n'ai pas grand chose à dire sur lui, mais ça m'a fait plaisir de le voir là. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et si j'ai oublié des choses sur ce chapitre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, voilà, c'est toujours cool, comme ça je peux lire. Et je peux aussi voir ce que je n'ai pas vu dans le chapitre. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers Kage.